Je souhaite la bienvenue à ces sessions Finava 2021. Comme le nom l'indique, ces sessions Finava ne seront pas un jour classique parce que cette année, à cause du coronavirus, on ne pourra pas les organiser physiquement comme l'année passée. Alors on pourrait dire, ah, peut-être qu'à l'automne, ça aurait pu être le cas parce que Finava peut-être a pris une mauvaise décision. Mais lorsqu'on a réfléchi en début d'année, je pense qu'on a fait le bon choix parce que je ne sais pas comment vous vous sentez, mais bon, s'il y avait 300 personnes ou plus qui se rencontraient comme ça dans un grand auditoire, à l'automne, peut-être que ça aurait posé des problèmes pour l'un ou pour l'autre. Et du coup, il y aura aussi beaucoup de séminaires physiques, en tout cas c'est ce qu'on croit, qui auront lieu à l'automne et à l'hiver. Donc c'est quand même plus confortable de pouvoir suivre ces Finova Sessions à la maison ou au bureau en virtuel. Car nous vivons dans le temps de la numérisation et c'est ainsi, ceci est dans différentes sessions. Mais si Finosa Session Banking the Future Now, c'est le thème d'aujourd'hui. Et donc, j'aimerais vite raconter quelque chose sur ce thème. Je ne sais pas comment vous le sentez, mais pour moi, il y a des changements qui ont lieu de plus en plus vite. Et si je pense à Finova il y a 10 ans, je n'étais même pas là à l'époque, mais d'après ce que j'ai entendu, nos clients s'intéressaient principalement à un sujet, l'automatisation, l'industrialisation et l'augmentation de l'efficacité du Finova Core. C'est dont nous nous occupions chez Finova et vous, de l'autre côté, en tant qu'usateur. Et quand je regarde comment nous traitons de sujets comme la numérisation, l'open banking, l'écosystème, les services SAS, le cloud, les DevOps, l'intelligence artificielle, les outils analytiques, une multitude de sujets que nous traitons aujourd'hui chez Finova, et de l'autre côté, les banques et nos partenaires, bien sûr, vous tous aussi. Le monde est devenu plus complexe et multidimensionnel. Il y a ces deux bons mots, dictons plutôt, celui qui préconise que ce que je peux faire aujourd'hui, je ne dois pas le remettre à demain, et de l'autre côté, celui qui stipule concentre-toi et ne te laisse pas distraire. Et je pense qu'il s'agit de trouver l'équilibre entre les deux. Chez Finova, nous devons livrer des logiciels aujourd'hui, mais nous devons penser au futur maintenant. Nous devrions penser aux 3 thèmes de l'horizon à venir après-demain afin de les initier à temps. Et dans le monde bancaire, c'est exactement la même chose. Nous abordons aujourd'hui des thèmes tels que l'expérience numérique, l'expérience client, le self-service, mais je pense que nous devrions également nous pencher sur les nouveaux modèles d'entreprise dès aujourd'hui. Qu'apporte l'open banking? S'agit-il seulement d'un danger? S'agit-il d'une opportunité? Qu'est-ce que cela signifie en termes de nouvelles opportunités de coopération avec d'autres acteurs sur le marché, etc. Et à partir de là, tout ce qui semble être après-demain et demain est de facto déjà actuel. Puisque nous devons y faire face aujourd'hui, notre devise est la suivante: The future is now. C'est ce que vous voyez également sur cette page, à côté du thème des sessions, c'est le slogan Community Connected. Je pense que notre équipe de marketing a vraiment choisi un excellent slogan. Il aborde le thème de la communauté et de la manière dont cette communauté est connectée. Je dois vraiment dire que c'est notre motivation de demain, en fait. Faire partie de cette communauté. Je compte dans cette communauté nos employés, nos clients, nos partenaires, et je constate qu'elle est très active, qu'elle est transparente et que les échanges sont nombreux et que l'on s'entraide. Parfois, l'un déclenche quelque chose, parfois l'autre le fait. Je trouve personnellement ça fantastique à observer, mais aussi à gérer. Cela implique bien entendu certains efforts. Par exemple, si nous développons un nouveau produit et que nous réunissons différentes banques au sein d'un comité de réflexion sur les produits à développer, nous organisons avec elles des forums sur les produits, des sessions de groupes consultatifs. Tout cela représente également un effort, mais un échange incroyablement passionnant a lieu à ce moment-là et au final, cela nous permet de réussir tous ensemble. Quand je regarde notre communauté du côté des banques, prenons les banques régionales par exemple, elles sont submergées de réglementations. Et vous pourriez dire, oh, les pauvres banques régionales avec leur petit format, elles vont succomber à ces barrières réglementaires. Non, elles ont du succès, elles croissent et beaucoup d'entre elles se développent même mieux qu'auparavant. Prenons les banques cantonales. Beaucoup de banques cantonales nous aident à piloter de nouveaux produits phares, des solutions innovantes et merci beaucoup pour cela. Prenons également les grandes banques comme une banque cantonale de taille moyenne Valiant ou Microbank qui se
penche déjà sur la problématique d'après-demain, l'open banking, qui insiste sur l'ouverture du marché. Tout cela nous stimule, bien entendu. Et si je me réfère au rapport des 15 banques ayant le plus faible ratio coût-revenu, ce sont les 13 banques qui utilisent le logiciel Finova Banking. Et je peux dire que j'en suis fier et j'aimerais partager cette joie avec vous. Mais aussi du côté des partenaires, il s'est passé beaucoup de choses. 20 nouveaux partenaires nous ont rejoints. Nous sommes maintenant une communauté de presque 100 partenaires. Et il ne s'agit pas simplement de 5 partenaires pour des interfaces, mais aussi pour d'autres applications. Et ce n'est pas un jugement de valeur que je fais, mais les partenariats se multiplient. Le développement du code avec nos partenaires, comme nous le faisons depuis longtemps avec l'entreprise, etc., dans le domaine du téléphone mobile, par exemple, ou TEM dans celui du portail de Finova. Acquérir des produits, les intégrer, les mettre à disposition du marché sous forme de white label, comme nous l'avons déjà annoncé auparavant avec la collaboration dans le domaine de gestion des campagnes avec BSI, sont des types de partenariats totalement nouveaux qui émergent. Et je suis très heureux de pouvoir maintenant accueillir une personnalité passionnante qui va nous faire un discours d'ouverture sur certaines thèses d'avenir, à savoir le professeur Dr. Sita Mazuma, une économiste informatique renommée, entrepreneur, membre de nombreux conseils d'administration et également membre du conseil d'administration de banques clientes. Je ne vais pas vous en dévoiler plus. Sita, puis-je te passer la parole? Le futur est maintenant. Un grand titre dont nous remplissons nos journées, des thèmes très diversifiés. C'est une vision dans une boule en cristal. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas déterminer avec exactitude. Mais nous allons essayer le premier chemin. Donc, j'aimerais formuler 5 thèses qui ne sont pas concluantes ni certifiées. Ce sont 5 thèses que j'aimerais vous donner sur le chemin pour le thème Banking the Future is Now. Si maintenant nous regardons ce Now, maintenant, vous voyez ici sur les images que nous changeons, les générations changent, nous devenons plus numériques, notre monde devient plus numérique, nous utilisons les outils numériques, ceci nous le voyons déjà chez les tout petits, les digital natives. C'est une terminologie qui a été étudiée, qui a été décrite. Et là, nous pouvons voir le comportement et le changement du comportement qui en est déduit. Si maintenant nous regardons ce now, ou bien si nous regardons déjà le champ past, nous voyons quand nous parlons de la numérisation, de la technologie, que nous avons énormément de possibilités. Nous pouvons, par exemple, ici, vous voyez, depuis 2016, nous pouvons imiter la personne tellement bien que nous étudions ici à cette université et les personnes qui ont donné les répondre ne savaient pas que c'était un système d'intelligence artificielle et que ce n'était pas une personne véridique, et ceci avec une exactitude de 97%. Et ceci, nous le connaissons depuis quelques années, ce n'est rien de nouveau. Ceci s'est développé davantage dans les années passées. Ici, nous voyons où nous nous situons maintenant. Lorsque je repense à mon enfance, j'appelais ceci la science-fiction. Rembrandt, certains d'entre vous connaissent cette œuvre. Ici, c'est une intelligence artificielle qui a peint le Rembrandt, et ceci 347 ans après sa mort en 2016, et ce Rembrandt a été peint avec de la peinture, avec un pinceau, et ne peut pas être différencié de l'original de Rembrandt. Ainsi, bienvenue à ces technologies. Nous venons de plus en plus proches de l'humain, de ses capacités, de ses possibilités. Ainsi, vous voyez le développement qui est rapidissime. Vous voyez un Big Bang dans cette communauté d'intelligence artificielle. Octobre 2017, AlphaGo Zero, ici un système à l'intérieur de ce jeu très complexe Go. Ce jeu a battu l'humain. Ce qui était nouveau dans l'historique également, dans les systèmes numériques, c'était la première fois que ces systèmes n'ont plus appris de l'humain. C'est-à-dire que ces systèmes ont été formulés. C'est une intelligence artificielle qui a été
autonome et qui a appris de façon autonome, a appris de devenir bon, de devenir le meilleur. Et en très peu de temps, ce système est devenu tellement intelligent, tellement bien qu'il est devenu meilleur que tout humain dans ce jeu. Qu'est-ce qui cela nous montre? Que les systèmes quotidiens n'ont plus besoin d'apprendre de l'humain, mais en même temps, ils deviennent aussi bons ou ils deviennent même meilleurs que l'humain. Et ceci fait peur. Mais la bonne nouvelle est qu'avec cette peur, nous avons toujours encore des systèmes qui sont limités. Ce sont des éléments limités où l'intelligence artificielle est aussi bon ou même meilleur que l'humain. Ça veut dire ce qui nous fait, c'est que nous avons toujours encore plusieurs possibilités. Nous ne sommes pas fixés sur un thème et ça, c'est notre USB que nous avons. Ayant dit ceci, aujourd'hui, nous avons toujours encore cet aspect que nous voyons tous les jours dans le monde numérique, dans l'avancement de ces technologies numériques. Nous avons l'impression que nous, les humains, sommes toujours encore les best practice, que nous sommes encore le standard or. Nous numérisons de trop ce que nous faisions autrefois dans un monde analogique. Comme vous voyez, Thorsten Dirks a dit à l'époque, et cette citation est déjà assez vieille, mais je la trouve toujours encore très actuelle, si vous numérisez un processus de merde, vous aurez un processus numérique de merde. Et cette penser que les humains créent les processus très bons dans un monde qui est toujours encore analogique et non pas numérique, c'est une erreur. Car qu'est-ce qui nous permettent ces nouvelles technologies? Qu'est-ce que nous pouvons faire avec ces nouvelles technologies? Ce n'est pas seulement dans la création des processus, mais tout en général des modèles économiques, des modèles de business. Et ici, dans la première thèse, j'aimerais commencer. Les technologies sont un outil. C'est un outil comme un marteau dans une caisse à outils. Et là, il faut toujours réfléchir comment est-ce que j'utilise un outil et qu'est-ce qu'un outil est capable de faire. Et donc, c'est nécessaire, mais ce n'est pas unique. C'est-à-dire un outil est absolument nécessaire, c'est un enabler, mais si je l'utilise de mauvaise façon, si je l'utilise de façon inefficace, ça peut être mauvais. C'est-à-dire seulement parce qu'on utilise un séminaire comme blockchain et qu'on veut un blockchain, ça ne veut pas dire que le blockchain est juste, car il n'a pas toujours l'utilité qu'il doit avoir. C'est-à-dire un outil très puissant, très bon outil qui est nécessaire de nos jours, mais il faut toujours réfléchir qu'est-ce qui est vraiment nécessaire et qu'est-ce que je peux faire avec cet outil et quel outil est le plus important. Ici, nous voyons certains deltas. Ici, il y a certaines technologies qui sont très utiles, mais il ne faut pas nécessairement réfléchir comment devoir utiliser ces outils et que générer à travers ces outils. Et maintenant, ça me ramène à la deuxième thèse. Il faut réfléchir qu'est-ce que vont payer les clients de demain? Vers où nous développons-nous? Qu'est-ce que nous cherchons? Quelle est la situation que nous voulons créer, générer dans l'avenir? Chaque devoir est de créer une utilité pour nous, c'est-à-dire comment est-ce que je peux trouver, générer des nouveaux modèles de travail. Qu'est-ce que ça signifie dans notre monde changeant? Vous voyez ici, dans le cost-cutting, il y a toujours des limites, c'est-à-dire nous essayons toujours de garder le modèle de business en faisant du cost-cutting jusqu'au plus petit, mais il y a des limites. Il arrive un temps qu'il y a des risques et d'avoir le financement clair, c'est toujours bien, mais ce serait peut-être mieux de construire, avoir un business case pour le futur, comment le monde est changeant et comment est-ce que nous pouvons créer une technologie utile pour toutes et tous. Nous avons des tendances ici, par exemple, nous voyons l'économie des plateformes qui autrefois n'était pas vraiment comme ça. Vous le connaissez dans votre monde privé, dans votre monde de travail. Autrefois, nous allions à l'agence de tourisme, l'agence de voyage, et qui aurait pensé que nous achèterons tous nos billets, tous nos voyages sur une plateforme. C'est super, mais la question qui se pose, c'est qui prend ses marges. Par exemple, dans les banques,
est-ce que ça change les banques? Vous voyez, il y a de plus en plus de plateformes. C'est encore un peu timide que dans certaines branches, c'est déjà plus évolué, mais qui a défini, qui a décidé ce cadre que ce ne sera pas encore bien plus fort à l'avenir. Des questions que nous ne pouvons pas vraiment répondre dès lors, mais ce sont des questions que nous nous posons au quotidien si nous regardons le modèle de business de les banques dans l'avenir. Nous vivons dans un monde VUCA, tout change. Certaines choses changent rapidement, il y a des grands effets et nous devons changer. Si ce modèle de business est un modèle dans la technologie, nous devons rester modulaires, nous devons rester flexibles, nous devons rester agiles, le mot de mode pour pouvoir nous adapter. La modernisation dans la technologie, nous changeons de façon vivante. Combien de fois est-ce que nous achetons un nouveau téléphone mobile? Autrefois, nous gardions nos téléphones mobiles bien plus longtemps. Ceci se raccourcit. Il faut rester flexible, mais bien sûr, et ici aussi, dans la tête, il faut rester flexible et ouvert pour les changements dont nous faisons face et voir quel est le business case, non pas seulement pour aujourd'hui, mais pour l'avenir. Maintenant, je vais dire en tant que représentante de cette banque, si ce business model de la banque, elle est déjà périmée, cette date. Nous voyons déjà le monde des intérêts, le monde des banques. Nous devons réfléchir dans quelle direction nous nous dirigeons, avec quoi est-ce que nous gagnons encore de l'argent, ou la question toute simple, pourquoi est-ce que les clients nous donnent-ils de l'argent à nous en tant que banque, en tant qu'institution? Et cette question, j'aimerais la discuter de façon plus ample dans notre système bancaire, car c'est élémentairement, il y a le cost cutting, mais nous devons pouvoir réagir de façon plus efficace et plus rapide pour agir dans l'avenir et réagir dans l'avenir. Rapide, c'est lorsque nous parlons de façon technologique, pas assez rapide. Et là, nous devons être encore plus rapides pour ne pas perdre le fil. J'ai mis un écran noir de façon consciente, car avec ceci, mes thèses sont terminées. Le business model inclut déjà tout. Et si je le faisais de façon très efficace, nous pourrions voir comment à l'avenir, nous pouvons générer notre business. Mais j'aimerais encore continuer avec une nouvelle thèse. Jack Ma, nous l'a déjà 2008. Si les banques ne changent pas, nous changerons les banques. 2008, il y a très longtemps. 2021. Qu'est-ce qu'il en est de 2021? 95% des paiements chinois passent par Alipay ou par WeChat. Après, vous voyez, 75% des paiements en Chine sont à travers le téléphone mobile. Ceci doit nous dire quelque chose sur la technologie et comment nous distancions du mode classique d'une banque. Rien que déjà le mode de paiement, le comportement. Vous pouvez dire non, mais la Suisse, ce n'est pas la Chine. Non, c'est pas si dramatique. Nous n'avons pas besoin d'avancer aussi rapidement que la Chine. Mais qui a décidé que ces tendances ne viennent pas vers nous et peut-être aussi dans cette taille et que ça vienne avec nous avec telle ampleur? Je ne suis pas aussi sûre. Je dis qu'ici, il faut vraiment regarder avec un œil plus clair. C'est-à-dire, nous sommes à l'instant dans une sorte de Kodak potentiel. Vous connaissez tous ce cas. Nous avons grandi avec Kodak. Et c'était une entreprise magnifique, un produit tellement beau. Et vous voyez à quelle vélocité ce genre de produit peut disparaître du marché. Et Silicon Valley, vous voyez, c'est move fast and break things. Ça, c'est pas les banques suisses, parce que les banques suisses disent intelligent fast followers, mais fast, ce n'est pas assez rapide. Ainsi, il faut avoir plus de vélocité, plus de rapidité, parce que si nous ne l'avons pas, nous pourrions avoir un moment Kodak. Et ceci, nous ne le voulons pas. Troisième thèse pour ceci, c'est be afraid of the big bad wolf. La concurrence se rend forte. Ainsi, vous voyez ici dans ce graphe, la représentation, nous avons le voisin, la banque qui donne des nouveaux produits. Nous avons des néobanques, des fintech, des grands tech. Ce sont ceux que nous connaissons déjà. Mais peut-être à la fin, c'est Aldi. On ne sait jamais. Il faut maintenant
pouvoir toujours être prêt dans un monde si rapidement changeant que le nom, celui qu'on ne connaît pas ou quelqu'un où nous ne nous y attendons pas, qui puisse chambouler tout notre monde. Ainsi, il faut rester ouvert et il faut garder cet esprit ouvert. Sinon, nous perdons, nous oublions qu'il y a le méchant grand loup derrière nous qui vient nous manger. Et ceci nous ramène au thème de être ouvert, la gestion et la gestion des idées surtout. Ici, vous voyez une taille, un chiffre assez surprenant et qui fait peut-être peur si nous n'avons pas fait avancer. 0,0333% de toutes les idées deviennent des innovations. Ça veut dire qu'ils deviennent des produits cash-in qui sont capables d'être sur le marché. Nous avons besoin de 3000 idées et ceci un produit pour pouvoir créer une innovation. Ainsi, nous avons besoin de culture, des idées, d'être ouverts et de rester ouvert avec ces idées. Mettez votre main sur votre cœur et posez-vous la question, est-ce que vous êtes ouvert pour des idées folles, des crazy ideas que vous avez dans votre entreprise qui viennent vers vous de votre entreprise? Est-ce que vous êtes ouvert d'avoir une deuxième ou une troisième pensée pour prendre cette marge que vous voyez, ces 3000 idées pour les rassembler, pour générer une innovation? Ça, c'est ce que dans les cultures traditionnelles n'est pas très répandu. Et je pense que c'est vraiment très important que vous vivez une innovation, que vous vivez les idées pour que vous ne perdez pas la mode, vous ne perdez pas le fil. Et en dernier, la dernière fois, j'ai entendu une phrase qui dit « Nous investissons dans l'innovation et nous allons devenir une banque gérée de données. » Mais vous voyez d'une part les grandes banques, oui, bien sûr, qui n'est pas en train de garder les données et de rassembler les données un vendredi soir, n'est pas in. Mais non, nous avons déjà toujours eu des outils, même dans les banques. Nous avons toujours travaillé avec des données dans les banques. Ce n'est pas rien de nouveau de travailler avec les banques. C'est la façon dont nous travaillons maintenant avec les données et la vélocité, la rapidité et la façon dont nous travaillons avec les données est nouveau. Mais les possibilités que nous avons maintenant, cette rapidité, c'est ça qui est nouveau, mais pas le fait de rassembler les données. Ici, nous pouvons juste rassembler les données, ça ne vous sert à rien. Il faut réfléchir quelles données sont importantes pour quel sujet et comment vous les évaluez de façon efficace, car si ces valeurs sont évaluées de façon inefficace, vous pouvez avoir un grand enabler, donc un grand handicap. Il ne s'agit pas uniquement de données, il s'agit aussi de comment. C'est très décisif. Nous pouvons vraiment automatiser énormément de situations. Nous pouvons utiliser la technologie, mais ce qui est important pour les banques, c'est la confiance. Comment je me sens? Est-ce que je me sens bien avec mon banquier? Est-ce que j'ai l'impression... Nous avons ici les banques émotionnelles, le sparring partner, la confiance, l'authenticité. Et il y a parfois, lorsque nous allons chez une banque, c'était comme aller chez le dentiste, car vous savez que les dentistes sont ceux qui ont le plus de suicides, car ça ne nous fait pas plaisir d'aller ni chez le dentiste ni chez les banques. Il ne s'agit pas du quoi, il ne s'agit du comment. Donc, toutes les choses qui peuvent être automatisées, laissez faire les machines et prenez les bonnes personnes qui puissent vous donner confiance, qui puissent guider les clients. C'est ça exactement, c'est tellement important, c'est 50%, ce n'est une part des choses, il faut toujours les deux, il faut la combinaison des deux. J'en viens à la quatrième phase, don't iterate and imitate, innovate. Ne pas itérer, ni imiter, innover. Ainsi, nous sommes toujours dans l'itération ou bien parfois dans l'imitation. Ainsi, les choses que nous avons déjà, nous essayons de les améliorer 2.0, 3.0, mais ce ne sont pas les grandes innovations que nous cherchons. Nous avons bien sûr encore besoin des deux. Nous nécessitons de l'itération de ce que nous avons déjà. Nous avons aussi besoin de l'innovation pour avoir l'innovation. Elles viennent en général, comme déjà dit, sans que nous en sommes conscients, sans que nous y attendons. Vous voyez, the electric light bulb did not come from the continuous improvement of candles. Seulement améliorer les choses que nous connaissons déjà ne nous servent à rien pour changer les situations qui changent nos vies.
Be nice to nerds, you might end up working for one. Ceci, je dis toujours à mes étudiants, car le monde du travail est changeant, également le côté client est changeant. Et si maintenant nous regardons nos employés, il y a beaucoup de changements. De plus, la technologie est influente dans notre vie, dans notre monde de travail, plus le modèle de travail a une sorte de typologie, une sorte de personnalité qui n'est pas le banquier traditionnel. Et pas seulement accepter cela, mais je dirais un peu plus rapidement aussi mettre nos bras autour de cette personne. Ceci est également important dans ce future banking, dans ce futur. Nous avons alors besoin du côté de nos employés. Je suis un grand fan de Albert Einstein. Nous avons besoin de la créativité, de l'intelligence et nous avons besoin de nous amuser. Nous avons besoin de ce côté rationnel, intelligent qui de façon traditionnelle est vu, mais nous avons aussi besoin de cette folie, cette innovation pour pouvoir développer les banques de façon innovative. Mais ainsi, nous avons besoin de typologie dans votre entreprise. Ce n'est pas possible que juste les IT et les nerds sont ceux qui livrent, qui sont en train d'embêter si quelque chose ne fonctionne pas dans le système. Il faut aussi pouvoir les inclure de façon stratégique, qu'ils développent ensemble au même niveau, c'est-à-dire ces 5 sans avoir le human capital, il y a no capital. Quel institut à l'avenir qui puisse survivre à l'avenir sans avoir les nerds, sans qu'ils les intègrent dans ces nouveaux thèmes, d'intégrer ces personnalités, ce ne sera pas possible. Même dans les banques, nous devons les intégrer. C'est-à-dire, pas tout le monde doit devenir un nerd, mais il ne faut pas seulement l'accepter, il faut les embrasser, il faut les mettre nos bras autour d'eux et surtout les mettre au même niveau que nous. Et là, nous pouvons continuer en long et en large à quoi ressemble une banque à l'avenir. Est-ce que nous aurons l'argent en liquide, l'espèce, ça alors, quel est mon modèle de travail? Pourquoi est-ce que les clients travaillent à l'avenir? Et ça, je vais laisser avec ces thèses au prochain orateur. Non parce que je vais poser ces questions, mais je vais laisser ça aux orateurs pour la discussion finale et voir ce que nous allons avoir comme résultat ici. Merci Sita pour ces thèses passionnantes sur la Banque du futur. Nous allons maintenant approfondir ces thèses dans la conversation au bar et je quitte maintenant le studio pour me rendre dans un endroit passionnant. À tout de suite. Maintenant que nous avons quitté le studio, nous nous retrouvons ici à l'endroit de la conversation de bar, près de notre bully. Il date de 1978, donc il est presque aussi vieux que Finova. Je vous épargne les questions sur l'année de fondation de Finova, mais c'est dans la fourchette autour des années 78. Pourquoi l'avons-nous appelé conversation de bar? Vous pouvez deviner que c'est le cadre qui a donné le nom au concept. Et il y a là une boisson rouge qui m'attend. J'aimerais l'emporter et lancer le prochain débat. Mes invités sont déjà arrivés. Je suis heureux de m'asseoir parmi vous. Zita nous a soumis quelques thèses passionnantes et j'aimerais les discuter avec vous de manière informelle, recueillir votre opinion à leur sujet et espérons-le avoir une conversation passionnante pour nos invités. Et avec cela, permettez-moi de vous présenter brièvement mes invités. J'aimerais commencer par vous, Simone Stäbler, Lead Financial Service Practice of Switzerland chez Egon Zehnder. Bienvenue, je suis très heureux que vous soyez ici. Reto Ringer, CEO de Global Bank, également fondateur de Global Lens Bank, une banque très intéressante dont le modèle économique est basé sur la durabilité. J'y reviendrai plus tard. Puis peut-être vers l'extérieur, Sacha Giesel, responsable de l'e-Foresight chez Swisscom, donc un analyste de tendance actif en tant que consultant. Il connaît très bien le marché et les tendances du secteur bancaire en Suisse et dans le monde. Et à ma gauche, Daniel Bogdan, bien connu pour son ancien poste de directeur informatique du groupe Raiffeisen, mais désormais toujours en voyage d'affaires. Il fait souvent la navette entre Zurich et San Francisco en tant que consultant et CIO. Il a de ce fait également de nombreux insights passionnants à nous partager relatifs au thème de la technologie. Sacha, je te regarde en ce moment. Voudrais-tu poser la première question? Sita nous a exposé 5 thèses en cours de route. Laquelle des 5 thèses te paraît la plus passionnante et surtout pourquoi?
Je trouve les thèses 2 et 3 très intéressantes. C'est la thèse du grand méchant loup, en fait. Il arrive sur le marché et dévore et grignote le modèle économique des banques. Et puis l'autre thèse avec la mort du modèle économique. Mais restons-en d'abord à la thèse du loup. Je suis curieux d'entendre ce que vous avez à dire à ce sujet. De mon point de vue, ce n'est pas un grand méchant loup qui arrive sur le marché tout seul. On l'aurait peut-être pensé il y a 5 ans avec les sociétés Internet qui ont commencé à dominer le marché, mais il y a tout un tas de petits animaux, pour rester dans cette métaphore, qui grignotent peu à peu le modèle économique des banques tout au long de la chaîne de valeur. Et nous voyons d'autres banques qui vont suivre ce modèle. Prenons par exemple les banques cantonales qui offrent leurs services au-delà des frontières de leur canton maintenant. Et ce gentleman agreement apparent, qui en fait ne s'applique plus, préconisait que vous restiez un peu dans les limites de vos zones d'affaires. Nous avons donc des compagnies d'assurance maintenant qui sont très impliquées dans la construction de l'écosystème et donc elles investissent également beaucoup d'argent, plus d'argent dans les startups que les banques, par exemple. Nous avons des startups donc un peu des deux côtés. Nous avons pas mal de startups qui veulent travailler avec des banques, mais nous avons aussi beaucoup de startups qui attaquent directement le business des banques. Je pense notamment au pilier 3A, par exemple, Aviac. Nous avons des sociétés Internet qui entrent principalement par le canal et le système des paiements et qui étendent leur modèle ensuite à d'autres activités bancaires. Et nous voyons déjà les prochains petits animaux rongeurs qui vont grignoter à nouveau une partie des affaires du secteur bancaire. Ce sont les néo-courtiers, par exemple, qui arrivent maintenant avec des frais de transaction négligeables dans le domaine du courtage ou du trading. Ils sont très forts à l'étranger, mais pas encore en Suisse. Et donc, encore une fois, une zone d'activité bancaire qui s'effrite. Et cela la rend plus un peu perfide, difficile à saisir, mais ça ne la rend pas moins dangereuse parce qu'il y a beaucoup d'acteurs différents et il n'y a pas que l'environnement concurrentiel dont il faut tenir compte, mais il y a aussi le comportement des clients, la technologie qui devient de plus en plus complexe et la difficulté de trouver de bons talons pour les banques également. Il y a aussi des facteurs macroéconomiques tels que les taux d'intérêt négatifs, etc. Et tout cela aboutit en fait à une construction très complexe, ce qui rend vraiment un arrimage stratégique difficile dans ce secteur. Au lieu de difficile, tu pourrais aussi dire passionnant, stimulant pour formuler cela de manière positive. Tu as aussi mentionné beaucoup de technologies, de start-up. Je serais peut-être là pour la deuxième thèse ou l'une des thèses de CITA qui disait une technologie est un outil nécessaire. Personnellement, cette thèse n'est pas assez poussée pour moi. J'aurais même dit qu'on ne peut plus se passer de technologie dans le secteur bancaire. Et je te regarde en ce moment, serais-tu d'accord et peut-être, puisque tu es souvent en Silicon Valley, pourrais-tu nous dire quelles sont les technologies dont nous ne parlons pas encore en Suisse, mais dont nous devrions en parler? Oui, l'affirmation selon laquelle la technologie est nécessaire est trop succincte, en fait. Cela va définitivement dans ce sens. On a vu avec toi, Sacha, que les développements technologiques sont présents partout. Je parle de la démocratisation de la technologie qui a lieu en ce moment. Le simple fait que cette technologie est devenue considérablement meilleur marché au cours des 10 années implique forcément que nous avons une démocratisation dans ce secteur. Les capteurs, les imprimantes 3D, la connectivité, les bandes passantes larges, tout cela pour le même montant d'argent. Et toute cette disponibilité de stockage de données, entre autres. Nous disposons aujourd'hui de la technologie informatique quantique que je peux télécharger gratuitement depuis le cloud, à condition que tu y ajoutes de l'oxygène. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la pièce s'enflamme extrêmement. Donc, à l'image de cet incendie, la technologie est quelque chose avec le traitement des données que je considère non pas nécessaire, mais omniprésent, aussi pour l'avenir, mais aussi absolument pertinent pour tout type de banque. À condition que la banque sache comment gérer cette technologie et qu'elle maîtrise cette technologie à tous les niveaux de gestion et qu'elle dispose donc des connaissances nécessaires. Maintenant, pour répondre à ta question, quelle est la technologie de demain? Tout ce que je peux dire, c'est que je te le dirai dans 5 ans. Mais ce qui est très excitant, je l'ai mentionné brièvement, ce sont les opportunités de la technologie qui s'offrent aujourd'hui et qui entraîneront probablement aussi des changements très importants dans le secteur bancaire. C'est notamment l'ordinateur quantique qui permet de calculer de nouveaux modèles de risque
en une fraction de temps, ce qui rend toute technologie non quantique obsolète, car elle est infiniment plus rapide qu'auparavant. Et je pense que dans les 2 prochaines années, nous entendrons parler de l'une ou l'autre banque utilisant la technologie de l'ordinateur quantique. Cela a déjà commencé dans l'industrie de la santé. Il existe déjà des partenaires dans ce domaine et je pense que c'est certainement quelque chose que toutes les banques devraient observer attentivement. Nous n'avons pas connecté peut-être encore une thèse dont je n'ai pas encore parlé. Donc, peut-être c'était un hype et c'est le thème de ESG, donc de Social Governance et de la gestion d'entreprise. Votre banque a donc une innovation non dans le sens de onboarding, un processus pour le client final, etc., comme avec une autre banque, mais vraiment un modèle de travail, une innovation qui a été créée avec l'innovation de Global. Est-ce que c'est vraiment une mode ou est-ce que c'est un modèle de durabilité? Je ne pense pas que c'est un hype, donc c'est une grande mode qui nous accompagnera de nombreuses années. Donc tout le savoir-faire, tout le climat. Et ce qui est intéressant, c'est comment le secteur des banques se développe, s'est déjà développé. Et il y a 25 ans, nous avions eu le SAM, le Sustainable Able Management, que nous avons fondé une génération, 25 ans. Et maintenant, en 2021, ce thème vient petit à petit et s'établit. Nous ne sommes pas rapides dans notre innovation. Quand je pense à d'autres branches, les branches d'énergie sont bien plus rapides, la mobilité est bien plus rapide, ou bien même l'industrie des textiles a des idées innovatives, l'alimentation est innovant. Les banques sont rétro à ce niveau-là. Et la question qui se pose, pourquoi est-ce que nous sommes un late mover? Il y a un concept dans la psychologie qui dit que lorsque nous avons un problème, il faut toujours passer par 4 salles. Et il y en est 2 cas avec la durabilité des banques. La première salle, c'est la salle de la joie. On est heureux, on a des partenariats et on est au 7e ciel. Ensuite, nous avons les problèmes. On dit je ne suis plus tellement heureux ou heureuse. Et ça, c'est la deuxième salle, c'est la salle du denial, donc de dire non, de nier. Et ensuite, il y a la troisième salle où le partenaire ou la partenaire est parti. On voit que le problème est là. Et le 4e, c'est le renouvellement. Et la banque était longtemps en train de nier, donc dans la salle de la négation. Et maintenant, nous nous situons dans la salle du chaos, tout le monde fait quelque chose, personne ne sait très bien ce qui se passe, le modèle du business est perdu. Et puis maintenant, la question qui se pose, c'est où est-ce qu'on devrait se positionner dans cet environnement? Il y a comply, compete ou bien lead. Je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient être compliant, mais maintenant, il y a le régulateur qui vient, qui vraiment régule et qui met beaucoup de limites. Mais ensuite, pour être compliant, il faut faire énormément et il y en a certains qui vont essayer d'être compétitifs et encore moins vont essayer vraiment d'être les leaders. Donc, de jouer le leader, c'est vraiment difficile car il faut changer les portefeuilles. Il faut entrer dans une autre position et il faut travailler why, c'est-à-dire le why, c'est le pourquoi et le pourquoi, c'est ce qui est plus difficile et je pense que c'est pour ça que c'est une grande mode, une grande direction de développement qui est très intéressante et surtout aussi dans les banques. Donc merci beaucoup et Simone, nous allons en venir au facteur humain et nous allons venir au facteur de l'innovation. La thèse était don't innovate and don't iterate and don't imitate. Donc toujours quand je parle des banques et toutes les banques disent nous sommes des fast followers. Et donc je suis assis là et je me pose toujours la question mais
qui est-ce qu'on va suivre? Mais si personne n'est le premier, donc on les suit, et qui est le premier? Donc, le marché des banques suisses, en comparant les banques suisses avec les banques de l'extérieur, comparer ces banques avec d'autres branches, qu'est-ce que nous pouvons apprendre en Suisse? Donc, le premier apprentissage que vous avez dit, vous l'avez posé dans la question, c'est-à-dire nous avons besoin d'arrêter les limites des frontières géographiques. Silicon Valley, ce n'est pas la solution pour tout, mais ce que nous pouvons apprendre ici, c'est comment un écosystème fonctionne, comment les technologies puissent trouver un problème et puissent résoudre le problème, et comme différentes branches puissent travailler en coopération. Et j'ai l'impression que nous, ici, nous n'avons pas encore assez de travail en commun, de collaboration. Il ne s'agit pas uniquement d'être dans une fintech start-up. Nous avons travaillé avec une fintech, mais il s'agit surtout d'apprendre et de comprendre comment l'innovation, par exemple, soit institutionnalisée et faire marcher ça. Par institutionnalisation, je ne parle pas de façon opportuniste d'avancer rapidement, car il ne s'agit pas seulement de ne pas savoir qui nous allons follower, qui nous allons suivre, mais le processus, quel est le budget d'innovation? Est-ce que c'est vrai que 25% ou 75% de tous les budgets de banque sont destinés de 1 à 3 ans et seulement 25% sont de 3 ans et plus? Et en même temps, si nous regardons ces grands trends, ces grandes modes, tous ces développements, comment est-ce que je peux, si surtout je veux mettre mon accent sur mon travail opératif, comment est-ce que je peux avoir la vision vers le futur? Donc, de comprendre ce qui se passe dans d'autres industries, dans d'autres géographies, de prendre ceci, d'être conscient et d'être ouvert dans ces 4 salles, je trouve ça très bien. Mais de nier cette négation, il faut peut-être faire un backup pour que cette négation puisse entrer dans la prochaine phase. Et si on est ouvert, alors là, on peut orchestrer, on peut industrialiser, on peut innover avec des buts très clairs. C'est-à-dire juste de dire qu'on est des fast followers, ça ne sert à rien. Et si quelqu'un a une nouvelle idée, il ne sait pas comment rendre cette idée réalisable. Ainsi, nous avons un très bon cadre. Le marché financier est très fort, a une position très forte en Suisse, mais nous ne devons pas nous relaxer. Je me pense, si tu n'es pas trop optimiste, si tu dis 25% du budget est planifié pour plus de 3 ans, quand je regarde tout ce qui se passe en ce moment où les banques sont obligées d'investir, je trouve ceci très positif, ce que tu dis. Mais tu as également parlé de l'écosystème et ça nous ramène très bien au prochain thème, le thème de l'humain. Je crois que la plupart des idées dérivent non de l'intelligence artificielle, mais dérivent des personnes qui peuvent qui peuvent ramener les idées innovatives vers l'avant. Et là, je me pose bien la question, le rôle de l'innovateur, est-ce que c'est un rôle où le marché maintenant joue un grand rôle? Est-ce qu'il y a assez d'innovateurs dans le business, c'est-à-dire dans les stratégies, et comment ça se passe? Oui, c'est une question très intéressante. Donc, les innovateurs, hein, mais surtout les services financiers et l'omniscient, l'omnipuissant, l'omnipotent, la vache qui produit le lait et qui le boit en même temps. Mais dans les dernières années, nous avons travaillé de façon globale lorsque nous avons nous avons analysé toute cette situation, mais aussi comment ça fonctionne, comment est-ce que le conseil peut travailler pour une plus-value. Et là, dans les conseils, nous avons vu que la gestion des talents, la force de l'émotion, pour en revenir en quelque sorte, il n'y a pas tellement de focus sur
sur ceci. Et donc, nous pouvons encore nous améliorer dans ce niveau car nous voyons encore très fortement qu'est-ce qui aide l'innovation dans une entreprise, que tout le monde puisse être motivé par cette innovation. Et ceci a à voir avec le top management, c'est-à-dire qu'est-ce qui vient du haut. Est-ce qu'il y a un environnement où les personnes se sentent à l'aise pour d'expérimenter ou est-ce que c'est fail fast, c'est-à-dire recall fast? Est-ce que cette culture, est-ce qu'elle est est-ce qu'elle peut être institutionnalisée? Et est-ce que les autres capacités que nous cherchons puissent être également élaborées pour que c'est tous ceux qui ont encore beaucoup de questions. Maintenant, nous cherchons plus le ou la qui répondent à de nouvelles idées, de nouvelles questions à différents niveaux et qui puissent être dans différentes parties de l'organisation, différents niveaux et ainsi nous pouvons créer de l'innovation. Ceci signifie que même du côté du CEO, nous cherchons des personnes qui sont très fortes dans la perfection de soi-même, qu'ils sont clairs, qu'ils n'ont pas que des réponses à tout, qu'ils ne sont pas les uniques personnes innovatives, mais une sorte de catalyseur d'innovation. Et ce qui est très important, c'est l'intégration des qualités de leader, c'est-à-dire de pouvoir innover et que les meilleurs chefs d'entreprise puissent également avoir ces qualités de trouver les personnes, les nouvelles idées, les nouveaux innovants. Et il y a une nouvelle génération qui entre dans ce marché qui n'est pas encore aussi largement répandu. Merci beaucoup. Donc là, on va rentrer en profondeur par la suite, mais là, je pense à certaines issues. Tu es assis là de façon très reposée. Je pense que ta vie est devenue très reposée. C'est une trend, une mode ESG. Donc, tu es très bien positionné dans ce domaine. Avec l'innovation, tu n'as plus besoin de travailler là-dessus. Tu peux laisser tu peux laisser ton entreprise travailler seule, tu es relax. Si tu écoutais ma femme, elle ne verrait pas ça de la même façon, car je ne suis pas tellement relax comme je le semble. Au contraire, je suis très occupée. Et Finova, maintenant, je viens de l'ouvrir. Et la question maintenant qui se pose pour nous, c'est qu'est-ce que nous allons faire à présent, maintenant, car le marché était là, nous étions très peu et nous avions eu le libre marché et de la gauche, de la droite, de l'avant, de derrière, de haut, du bas, ils en venaient. Et donc, quelle est notre position? D'une part, nous pouvons dire, ah oui, nous pouvons faire des partenariats avec des plus grands, mais que nous ayons aussi le know-how, les connaissances, où nous disons que nous nous concentrons sur certaines parties et nous améliorons ces parties. Et avec tout cela, il est très important d'avoir la force de l'innovation qui est très importante. Et cette stratégie ou l'autre stratégie. Je pense donc qu'au niveau de la culture, il faut être flexible, d'avoir les bonnes personnes avec les bons talents et qu'au niveau de la structure de l'organisation, on puisse les intégrer de manière appropriée. Et il faut aussi que les propriétaires des entreprises aient un avantage à en retirer parce qu'il y a tous ces éléments à considérer. Et si les shareholders ne sont pas consultés, ça n'aurait pas fonctionné comme ça devrait et ne serait pas venu vers nous pour soutenir les décisions que nous avons prises. Et nous allons retirer un avantage de cette solution. Les concurrents sont bien entendu là et n'attendent pas, mais maintenant il y a plus de données disponibles et on peut en retirer des analyses pertinentes et les montrer à tous ceux qui veulent investir, un petit peu comme une boule de cristal magique pour faire des prédictions. On a beaucoup de technologies passionnantes qui n'existaient pas avant et le client est beaucoup plus ouvert. Il est passé d'un client traditionnel qui était difficile à convaincre et conservateur à une attitude ouverte et innovante aussi. Et ils sont certainement ouverts pour des nouveaux concepts. Et chez Finova, nous avons réalisé
aussi des solutions qui sont absolument applicables pour le développement durable. Avec votre chiffre d'affaires de plus d'1 milliard et 8 000 employés, vous prouvez que vous avez réalisé et passé le pas dans l'innovation, comme tu l'as évoqué. Tu as évoqué l'écosystème. Sacha, demain, on a un thème en particulier dédié au thème de l'open banking, mais comme j'ai le privilège de pouvoir parler avec toi de ce thème, je vais saisir l'occasion. Est-ce que l'open banking est une tendance, c'est un nouveau modèle à considérer? Et en Suisse, j'ai l'impression qu'on est très résistant encore à cette idée de l'open banking. Comment tu considères ce thème? Il y a plusieurs aspects. Un, tu l'as évoqué, on ne doit pas forcément se confronter à ce problème. Dans l'Union européenne, par contre, on est tenu de le faire. Et il ne se passe rien si je ne m'occupe pas d'un thème, c'est clair. Le deuxième aspect, c'est le follow-up. On regarde ce que font les autres, on regarde ce qui se passe sur le marché et on ne veut pas miser sur le mauvais cheval. Donc, ça veut dire donc que ça s'ancre en fait dans tous les thèmes que nous avons déjà discutés auparavant. Et si on a une vision du banking, il manque encore des éléments pour pouvoir clairement concrétiser des stratégies et qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cet open banking, quelles sont les opportunités qui s'offrent avec ce concept dans cet écosystème, dans l'Horizon, par exemple. Et ce sont, je crois, des questions auxquelles on devrait répondre de manière plus précise qu'actuellement pour avoir plus de clarté et identifier les opportunités à saisir. Ce sont un petit peu les raisons où beaucoup d'acteurs sur le marché sont un petit peu livrés ou se sentent livrés et ne savent pas encore quoi faire. Peut-être une dernière question pour Simone. On a beaucoup parlé de technologie. Je viens de lire que BKB crée une nouvelle banque entièrement numérisée et le CEO n'est pas un traditionnaliste, un conservateur quand je vois ça. Est-ce que maintenant, on a l'impression que l'image du métier de banquier migre vers un profil d'une personne techno-affine et qui apprécie le monde numérique? Oui. C'est une bonne question aussi. La technologie influence énormément l'image qu'on se fait du banquier et il y a des nouvelles tendances qui sont globales en termes de carrière dans le secteur bancaire. Les banques se trouvent dans un monde soumis à une compétition accrue, et cela de manière exponentielle. Et là, on ne parle plus du système bancaire dans le sens traditionnel, mais un écosystème qui s'étend à d'autres compétiteurs. Et on le voit par le phénomène où les talents migrent d'un secteur vers un autre. Et les limites entre les secteurs deviennent de plus en plus floues en ce terme. Et à l'origine, on avait toujours les mêmes talents qui étaient acquis par les mêmes acteurs du secteur bancaire. Mais cela a changé. Et la nouvelle génération que le marché du travail offre actuellement, notamment aussi en termes de cadre et cadre supérieur, on le voit avec ces skills qui sont demandés et les talents qui sont recherchés, montrent une tendance qu'un emploi à vie n'existe plus en tant que concept pour un emploi dans le secteur bancaire. Aujourd'hui, on considère beaucoup plus le bagage d'expérience qu'on a et
la meilleure manière de se profiler est de changer toujours de travail et de changer, comme tu l'évoquais tout à l'heure. Et la question qui se pose maintenant, c'est quelles sont les exigences à poser pour la nouvelle génération de banquiers qui va être engagée et recrutée. Donc, les banquiers de l'avenir ne seront pas des étudiants qui ont accompli des études traditionnelles dans le secteur financier et bancaire, mais ce sont aussi des gens qui viennent d'autres secteurs et qui apportent un bagage complémentaire. Et que ce soit des femmes ou des hommes, on aura de plus en plus de personnes qui auront une affinité technologique au niveau des places de CEO, notamment, et des cadres supérieurs des banques, parce que l'informatique et la compréhension financière des marchés sont de plus en plus imbriquées et impliquent aussi, et c'est important, quand on parle de l'open banking, il s'agit surtout ici de s'orienter dans cet environnement nouveau et de comprendre qu'on doit se délimiter d'une pensée égocentrique et un petit peu développer l'empathie pour le marché et les acteurs et partenaires potentiels sur le marché qui permettent cet open banking. Et donc, il faut interagir avec des clients, il faut interagir avec les partenaires. Et le thème de l'empathie, le fait de comprendre ce que le client a vraiment besoin, devient central maintenant pour cette nouvelle génération de banquiers. Le monde est beaucoup plus complexe et change très rapidement. Je vais peut-être résumer les 2-3 tests que nous avons discutés maintenant. Nous sommes tous d'accord que la technologie est de plus en plus importante pour le secteur bancaire. Il y avait avant une séparation claire des tâches et puis le CIO s'occupait de ce problème. Et aujourd'hui, la technologie, c'est quelque chose qui permet de se développer, d'innover et de se différencier sur le marché. Et quand je regarde le commodity banking, c'est absolument nécessaire d'avoir cette technologie et de la maîtriser et d'apporter des innovations. La différenciation par rapport aux concurrents prend de plus en plus un rôle essentiel. La relation avec le conseiller à la banque et les différents partenaires. On parle de customer experience. C'est une différenciation aussi au niveau du modèle de business. Des mots-clés tels qu'on a évoqués comme l'open banking, les partenaires, et qu'on n'observe pas encore beaucoup sur le marché suisse qui est encore assez conservateur et récalcitrant. Troisième mot-clé, le méchant grand loup. Oui, il y a des dangers qui viennent de la concurrence, qui voient dans le secteur bancaire des opportunités et des niches où ils peuvent se positionner avec des services financiers. Mais là aussi, on ne devrait pas avoir peur parce qu'on a aussi des synergies possibles, des possibilités donc de développer des stratégies de coopération qui peuvent profiter à tous les partenaires. Et je suis à 100% avec toi. Des valeurs comme l'empathie, comme l'affinité technologique sont très importants pour la nouvelle génération de cadres qui vont travailler dans les banques. Les banques cantonales avec leur réseau de filiales va certainement encore exister de nombreuses années, mais vont devoir répondre aux exigences qui maintenant apparaissent sur le marché. Et si vous prenez donc l'ascenseur et vous voyez une jeune dame ou un jeune homme en habit un peu comme un nerd, respectez-le, comme l'a dit Sita, ça pourrait être votre prochain CEO. On n'a pas encore bu et porter à nos lèvres nos toasts. Santé pour tout le monde.
Nochmals vielen Dank. Jetzt haben wir vor lauter Reden, haben wir noch gar nicht unsere schönen Cocktails eigentlich groß angefasst. Von daher nochmal Prost in die Runde und ich danke euch vielmals, dass ihr da wart. Zum Wohl.